La mode islamique explose. Ce n'est plus qu'une question de pays arabes ou de l'Afrique, mais du reste du monde. Dixit Al-Fadi, créateur nigérien. C'était en novembre dernier à la faveur du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, qui se tenait à Dakhla, au Maroc, un festival dont il est le promoteur. On parle de marché d'un peu plus de 373 milliards de dollars à l'échéance 2022. Quelle place occupe la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre donc de parler de tendances vestimentaires liées donc à l'islam? On reçoit ce soir 3 hijabistas, entendez, 3 fashionistas islamiques. Madoussou Kaba Koné, initiatrice du Festival international de la mode islamique. Tchonté Pitin Mireille Silué qui nous revisite, elle est blogueuse. Et Natou Fofana Fani, styliste, avec donc ces 3 dames. On va essayer de parler le temps d'une vingtaine de minutes de cette tendance vestimentaire. Pour le deuxième tableau, dans la téléédition, on sera rejoint par la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, plus de 45 ans de carrière, plus de 47 distinctions connues à ce jour. Un grand moment de télévision en perspective. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Télévivez la modeste fashion, ou entendez la mode pudique. C'est un peu comme ça que les marketeurs sur le marché occidental l'appellent. On va parler ce soir de la mode islamique, donc du point de vue vestimentaire, et si possible donc du point de vue de la cosmétique. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Madoussou Kaba Koné. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la promotrice du Festival international de la mode islamique. Pourquoi avoir initié ce festival? Question bateau. J'aimerais reposer la question, une mode islamique. On a remarqué que beaucoup de femmes ont le besoin de s'habiller de manière pudique. Voilà, donc c'est ce qui a généré au fait cette envie de créer cette mode islamique. Donc c'est pas nouveau parce que dans le monde entier, si vous remarquez bien, il y a plusieurs marques de vêtements qui se sont lancés dans cette mode au fait. Parce qu'il y a une demande forte qui est là. Il y a beaucoup de femmes qui veulent s'habiller de manière décente. Donc, raison pour laquelle on a décidé, nous, en Côte d'Ivoire, de créer une plateforme de mode islamique pour pouvoir encourager ces dames qui aiment bien ces vêtements, ce type de vêtements. Femmes musulmanes, s'entend. Mais au fait, je veux préciser que ce n'est pas forcément les femmes musulmanes qui aiment cette tendance. D'accord. Voilà, parce que si vous voyez un peu, à l'époque de nos mamans et de nos grands-mères, on s'habillait de manière décente. C'est déjà dans nos cultures. Voilà. Donc nous, on essaie de ressortir ce modèle et ça s'adapte au fait avec les, on va dire les recommandations et les principes de l'islam en termes de vêtements. Alors, Natou Fofana, vous êtes styliste? C'est ça. Est-ce qu'on ne confond pas parfois mode islamique et mode arabe? Alors, mode islamique et mode arabe, souvent il y a une amalgame entre les deux, alors que c'est deux choses carrément différentes. Je veux dire, la mode islamique, si on va dans le cas de l'islam, c'est le fait de se vêtir de la tête aux pieds, de se couvrir le corps. Et la mode arabe, c'est plus... ça a trait plus au pays, au fait. Donc, ils ont leur manière de s'habiller, porter on appelle des caftans ou des boubous à leur manière, en fonction de leur culture. Donc, c'est deux choses complètement différentes. C'est très bien de parler de caftan, c'est une belle transition. Tchonté Mireille, quand on parle de mode vestimentaire, on ne pense qu'aux femmes. La preuve, il n'y a pas d'hommes sur ce plateau. Est-ce normal?
Alors, je pense que c'est peut-être lié au fait que les femmes en islam ont une manière particulière de se vêtir, notamment avec le hijab, alors que chez les hommes, on va dire que l'essentiel, c'est qu'ils couvrent peut-être jusqu'aux genoux, enfin, qu'ils couvrent juste un peu les bras, mais c'est pas, on ne reconnaît pas forcément un homme musulman à la manière dont il est vêtu, à part s'il porte peut-être un boubou pour aller à la mosquée, alors que la femme musulmane, dès qu'on voit le voile, on sait que celle-là, elle est musulmane. D'accord. Est-ce qu'il faut impérativement un voile, justement? Non. Alors, si. Si, oui, il faut un voile parce que la norme islamique, la manière de se vêtir de la femme en islam, c'est de porter le voile, de se couvrir tout le corps et de rabattre le voile sur la poitrine. C'est ce qui a été dit. C'est une injonction divine, donc il faut le faire. D'accord, très bien. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord, bien encadré ce soir, Pierre. Oui. Je vais pas dire ça change, mais c'est bien d'être encadré. C'est ça. Ça va, Très bien, merci. Vous encadrez bien, Pierre, ce soir. Alors, Pierre? La grande question aujourd'hui, c'est celle de l'inclusivité. Moi, je voudrais entrer dans le débat en posant cette question-là. Quand vous entrez dans un magasin aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont aussi faits pour vous? Est-ce qu'il faudrait voir plus d'espace dédié à la mode islamique ou tout simplement rendre les magasins plus inclusifs? Question ouverte à toutes les trois. Alors, moi, personnellement, ce qui m'a justement poussée à me lancer dans la mode islamique, c'est justement parce qu'on ne trouve pas, au fait, de vêtements adaptés à ce que nous, on voudrait. Des vêtements qui couvrent tout le corps et qui soient assez amples pour ne pas montrer les formes, au fait. Il n'y en a pas assez sur le marché en ce moment. Du coup, c'est de là qu'est venue, moi, mon idée de proposer aux femmes musulmanes, et aux pas musulmanes aussi, parce que j'ai des clientes qui ne sont pas musulmanes, des femmes qui veulent porter des vêtements longs et se couvrir le corps, de leur proposer justement cette plateforme-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On est un peu lésés sur ce plan-là. Voilà, donc moi je dirais que le festival a commencé depuis 2013 au fait. C'était pour pouvoir préparer ce terrain parce que ça a permis quand même à la jeune génération de stylistes une éclosion en fait d'idées, de beaucoup de modèles. Parce que si vous voyez un peu en Europe, il y a beaucoup de stylistes qui vraiment commencent à connaître cette tendance et à s'y faire des collections pour les musulmans. Donc, ça a permis quand même à certains stylistes, on va dire des stylistes ordinaires, dans la mode ordinaire, à vraiment s'intéresser à ce type de vêtements, à cette manière de s'habiller. Mais quand vous dites préparer le terrain, ça veut dire quoi? On n'osait pas avant? On n'osait pas parce que c'était quand même un peu caché, la mode islamique, on n'en parlait pas. Parce qu'on se disait qu'il fallait peut-être mettre un voile et puis sortir. Or, maintenant, on essaie de donner du goût, de donner de la sélection aux tenues qu'on porte et de vraiment... on va dire qu'il y a du goût, au fait, dans les tenues que nous proposons à travers ces stylistes. Quel est le constat que vous faites d'année en année, puisque le festival a démarré depuis 2013 ? Et ce festival, vous l'avez lancé sur la base de quoi? D'une étude de marché ou juste d'une simple observation de votre part? C'est à partir d'une simple observation parce que moi-même, je suis une femme qui a décidé de porter le voile. Voilà, donc on avait quand même cette petite contrainte au niveau de l'habillement. Donc on a décidé comme ça d'inciter les stylistes déjà dans la mode ordinaire à s'occuper, à se tourner vers nous, à pouvoir nous habiller, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des événements qu'on assiste. Voilà. Donc, on a voulu quand même tourner les regards vers nous pour que nous aussi, on puisse s'habiller, on puisse vraiment s'affirmer aussi. Et il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, même les grands stylistes. Dolce & Gabbana a lancé dernièrement une collection spéciale hijabista. Je veux dire, tous les stylistes en ce moment sont en train de se pousser de se retourner vers la mode islamique, justement parce qu'il y a un besoin qui est fort. Est-ce que pour vous, il y a un paradoxe entre mode islamique et être coquette ? Ou pas du tout? Ou au contraire, on essaye justement maintenant... Mode islamique et être coquette, c'est vrai que dit comme ça, c'est deux choses qui ne doivent pas normalement aller ensemble. Parce que si on veut se couvrir, justement, c'est pour ne pas paraître coquette. Ah bon? Oui, c'est pour... si on veut suivre la religion, il faut ne pas attirer les regards. Du coup, il faut se couvrir de telle sorte à ne pas attirer les regards. Donc... Enfin, être coquette, si on parle de maquillage et tout ce qui va avec, je veux dire, il faut le faire le moins possible. Il faut rester dans la sobriété, en fait. Voilà.
Et moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est qu'en fait, peut-être que quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, généralement, les femmes qu'on voyait voilées, c'était peut-être les mamans qu'on voyait voilées, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes femmes qui sont professionnelles, qui portent le voile, mais qui ont envie d'avoir des vêtements qui sont adaptés. Ça m'a fait sourire quand il a dit fashionista et qu'il a dit mon nom, parce que je ne me considère pas comme une fashionista du tout. Mais en même temps, enfin, tu as envie d'être bien habillée, tu as envie d'être à l'aise dans les vêtements que tu portes, mais tout en respectant la religion. Personnellement, quand j'ai commencé à porter le voile, j'étais aux États-Unis, et quand je rentrais dans les magasins, il n'y avait que des vêtements transparents ou des jupes super courtes. C'était difficile de trouver des vêtements. Il fallait que je les fasse coudre ici pour pouvoir les porter. Ici, je vais très peu dans les magasins même du tout parce que je ne trouvais pas forcément des choses qui allaient avec ce que j'avais envie de porter. Et d'avoir de plus en plus de jeunes femmes, justement, qui commencent à avoir des vêtements qui sont beaux, mais adaptés à la religion, c'est super important. Et qu'est-ce qu'un vêtement beau pour vous qui est adapté à la religion? Est-ce qu'on parle de couleur? Est-ce qu'on parle de... Oui, on parle de couleurs, on parle de modèles aussi, par exemple. C'est pas déjà, c'est bien de porter des vêtements, des robes, des boubous qui sont très beaux aussi, mais parfois on a envie d'avoir quelque chose d'un peu différent. Moderne. Voilà. Quelle est la tendance? On est plutôt prêt à porter ou sur mesure ici? Non, c'est les deux, en fait. D'accord. Prêt à porter. Mais il y a plus de prêt à porter ou plus de En ce sur-mesure? moment, plus de sur-mesure. Mais bon, nous, on espère arriver au prêt-à-porter. Je pose la question parce que je sais que les Émirats arabes unis arrivent en premier en termes de production, suivi donc de la France et la Chine qui se disputent un peu la troisième place et Effectivement, nous, actuellement en Côte d'Ivoire, on va dire en Afrique. La Turquie, pardon, deuxième Voilà. place. Et, ouais. On va dire en Afrique, pour le moment, c'est sur du sur-mesure parce que c'est avec les stylistes qu'on travaille. D'accord. Voilà, donc c'est les stylistes pour le moment qui sont autour de cette mode en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est sur mesure. Et puis il faudrait rajouter aussi que ces tenues sont faites pour qu'on puisse aller au travail, pour qu'on puisse aller faire les mariages, aller dans certaines cérémonies. Donc c'est vraiment adapté à la situation. C'est bien de dire les tenues sont faites. Parlons de matériaux. Quel est le matériau qui est utilisé pour tenir compte du climat? Effectivement, vu qu'on doit se couvrir tout le corps, il faut utiliser des tissus dans lesquels il ne fait pas chaud. Donc privilégier les matières en coton. On les retrouve ici, ces matières-là? Moi, personnellement, il y a des tissus que j'importe de Turquie. D'accord. Donc des tissus de qualité que j'importe de Turquie. Donc il faut tenir compte de ça. Vu qu'il faut se couvrir tout le corps, il faut tenir compte de la matière, du tissu et de la qualité, au fait. D'accord. Qui consomme le plus, des hommes et des femmes? Les femmes. Et les femmes. Là, on a les mipsters, on a les... Non, il y a ceux qu'on appelle les mipsters, donc ce sont les hommes et les hijabistes, donc voilà. Et donc les femmes consomment plus. Les femmes consomment plus D'accord. que les hommes. Moi, je fais les deux, je fais et hommes et femmes, mais vous remarquez que... le chiffre d'affaires, ça vient des femmes. Et c'est des tenues qui coûtent cher ou... Non, c'est raisonnablement abordable, je pense. Ouais. En termes de prix, on termes se de situe... prix, en termes oui, mais de on prix, sait qualité-prix, rapport qualité-prix, je pense que ça... situe sur quelle échelle? 20 000, 25 000. Voilà, c'était un peu inaccessible. C'était un peu plus cher parce que ça venait de Turquie. On importait toutes les tenues. Mais là, maintenant, vu qu'on les fait ici, c'est beaucoup plus abordable. Qu'est-ce que vous pensez? Tout à l'heure, vous parliez des marques comme Dolce & Gabbana. Est-ce que vous trouvez que le choix des mannequins est adapté? Parce que souvent, on retrouve des mannequins grandes, fines, élancées. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce choix de mannequins? Alors moi, personnellement, le choix du mannequin ne m'influence pas particulièrement sur le modèle ou sur le choix du vêtement que je vais prendre. Je veux dire, si le modèle est beau, que je l'aime, je l'adapte à ma morphologie. Voilà. D'accord. Mais quand même, il y a un détail qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du festival, on a eu beaucoup de retours concernant les modèles. C'est-à-dire, nos mamans ont trouvé qu'on avait trop de mannequins, on va dire fines, filiformes. Voilà, qui défilaient, qui ne représentaient peut-être qui ne représentaient pas trop, on va dire, la réalité en termes de vêtements en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait prendre nos moments aussi pour faire les défilés, voilà. Donc, c'est des retours qu'on a eu au niveau du festival. Est-ce qu'on peut se permettre, là, l'avis de la styliste, on peut se permettre des folies? Tout en respectant les prescriptions religieuses. Tout en respectant les prescriptions, oui. Des folies en matière de le couleurs. Froufrou, enfin beaucoup de choses. Oui, de froufrou et tout. Mais attention, vous allez attirer les regards. Carnaval de la religion.
Oui, mais vous risquez d'attirer le regard si c'est trop froufrou. Non. Oui, si c'est trop froufrou, oui, mais on peut faire froufrou et rester dans la sobriété aussi. Bon, ok. Alors, c'est une mode qui, sans contexte, est associée à l'islam et ça peut, on peut avoir parfois quelques préjugés. Lorsque certains parlent d'un enfermement de corps de la femme, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on entend tellement de préjugés. Alors moi, je porte le voile depuis 2010. J'ai tout entendu. J'ai entendu que j'allais pas me marier, que j'allais pas avoir de travail, que j'allais finir vieille fille et tout. Et c'est les préjugés auxquels on fait face tous les jours. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle vague de jeunes femmes voilées qui sont intelligentes, qui sont entreprenantes. C'est des personnes diplômées qui portent le voile, pas parce qu'elles ont été forcées ou parce qu'elles ont été contraintes d'une manière ou d'une autre, mais elles le font parce qu'elles ont compris que c'est une injonction divine et qu'il faut le faire. C'est leur choix, au fait. Il faut comprendre, parce que moi, j'entends beaucoup le féminisme et tout. Il faut comprendre que quand on parle de féminisme aussi, c'est avoir le choix de faire ce qu'on veut de son corps en tant que femme. Donc, autant qu'on accepte des personnes qui portent des mini-jupes à midi, des mini-jupes colorées, fluor et tout, il faut qu'on accepte qu'il y a une catégorie de femmes qui veut se couvrir le corps et c'est leur choix. Donc, franchement, il faut que ce soit compris. Maintenant. Est-ce que les commentaires désobligeants ou les remarques viennent de personnes religieuses ou souvent aussi, pas de aussi des deux côtés. Maintenant, après, si ça doit t'atteindre, c'est que tu ne sais pas forcément pourquoi tu le fais. Moi, personnellement, les commentaires ne me... Franchement, ça me... En milieu professionnel, c'est facile ou pas de se vêtir de la sorte? Non, pas du tout. Facile, parce que moi, au bureau, par exemple, quand je suis arrivée, bon, je sais pas, ça va être un peu... Quand je suis arrivée... Tous les collègues. Surtout les collègues. On m'a demandé de ne pas porter le voile comme ça. Du coup, je suis obligée de l'attacher en bonnet quand je vais au bureau et après, je l'enlève. D'accord. Ben moi, ça a été une facilité aussi à mon niveau parce que moi, j'ai travaillé 10 ans en banque. Voilà, donc... C'est pas compliqué, on ne vous voit pas, donc vous êtes... Non, si, quand même, en tant que contrôleur interne, voilà, j'étais quand même en front office souvent. D'accord. Voilà, donc pour moi, il n'y avait pas de problème. En fait, je me suis présentée, peut-être que j'ai pris le risque, mais je me suis présentée à l'entretien avec le voile. Donc, c'est ce qui m'a mené au fait à créer aussi le Festival de la mode islamique parce qu'il fallait qu'on mette de... On donne un autre regard. On donne un autre regard, mais du style au fait à notre tenue vestimentaire. Voilà, donc je suis partie en costume et j'étais bien voilée. Donc, le directeur des ressources humaines m'a dit, bon, OK, si vous pouvez respecter vraiment les couleurs de la banque, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'est comme ça que... Il fallait chercher des tenues qui vont avec les couleurs. Donc, les couleurs, bon, c'est le bleu, c'est le noir, le marron, voilà. D'accord. Voilà, on a une idée du coup de la banque. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? C'est vrai qu'on est face également sur les réseaux sociaux à une multiplication. On voit beaucoup de hijabistas, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Avec par exemple Diane Pelagi qui cumule plus de 4 millions d'abonnés. Est-ce que vous trouvez que c'est un accélérateur pour l'inclusion de la mode islamique? Carrément, c'est un accélérateur pour toute autre activité. Et c'est devenu incontournable aujourd'hui, les réseaux sociaux. Se lancer sur les réseaux sociaux est devenu incontournable. Donc, c'est un facilitateur qui permet de se faire voir et qui permet de vendre aussi. Est-ce qu'on a le temps de toucher un petit mot concernant là ou le cosmétique? C'est possible? Le cosmétique avec le voile? Oui. D'accord. D'accord, parlons-en. Est-ce qu'il y a un pavillon dédié aux cosmétiques, par exemple, lors du festival? Non, c'est que les vêtements. Non, en fait, il y a le volet exposition, en fait, qui est au niveau du Festival de la mode islamique. Effectivement, on essaie de faire quand même la promotion de tout ce qui est produit naturel au festival. Oui. Donc, c'est quand même important parce que l'islam aussi prône, on va dire, la non-dépigmentation. Voilà. Donc, c'est aussi une tribune pour en parler. Il n'y a pas un risque d'être trop coquette? Parfois, on peut même retrouver, par exemple, dans certains produits de l'éthanol, donc de l'alcool, ou encore de la kératine, qui sont des matières animales qui sont interdites par l'islam dans les produits. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos recherches personnelles, si vous vous maquillez, est-ce que vous faites attention à toutes ces composantes? Et même de la Madou gélatine elle se de maquille. porc. Voilà, on peut le voir. On trouve même de la gélatine de porc Fatou aussi, Nafou aussi, juste un peu. Un peu quand même. Un peu, oui, là, tout à l'heure. Bon, on trouve de la gélatine de porc dans certains rouges à lèvres. Donc,
Si vous voulez mettre du rouge à lèvres, par exemple, à la maison, c'est permis pour monsieur, et tout, je lui fais un coucou d'ailleurs, et c'est permis de se faire coquette à la maison. Du coup, il faut quand même respecter les principes religieux et regarder s'il n'y a pas de matière proscrite dans les rouges à lèvres, par exemple. Donc moi, je privilégie des rouges à lèvres d'une certaine marque parce que je sais que c'est fait avec des produits naturels. D'accord, c'est du 100% halal. Du 100% halal. Très bien, d'accord. On va marquer une pause maintenant pour parler d'un tout autre sujet qui a trait donc à la politique. Jingle, juste derrière, on en parle. Alors, hier, c'était dimanche et hier, c'était une journée on ne peut plus particulière, Pierre. Ouais, alors dimanche 20 septembre, et nous on a su que c'était une journée particulière lorsque Nathalie Yamb a posté ça. Une bonne journée, je vais aimer cette journée. Eh bien, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, effectivement. Vous vous souvenez, on en avait parlé ici, du rapprochement au sein de l'opposition. On avait pu voir, par exemple, des photos de Mabry Touakeuse de l'UDPCI rencontrer Simone Gbagbo ou un peu plus tard Henri Konan Bédier qui ont été postées sur son compte Twitter. Bon, on a fait des mathématiques ici, on s'est dit, bon, 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4. Bon, on avait finalement raison. Donc, lorsque dans l'après-midi, on se rend compte que les leaders de l'opposition se réunissent, il est évident qu'ils vont faire l'annonce d'un front uni. Et par la voix de Henri Konan Bédier, l'opposition va annoncer ça. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. La désobéissance civile s'impose. On s'est posé la question, donc, c'est quoi cette désobéissance civile ? Eh bien, elle est censée venir mettre en lumière la violence des institutions abusives. C'est une forme de résistance passive par laquelle des civils non armés utilisent des techniques comme des manifestations, boycotts ou autres formes de non-coopération massive pour obtenir le changement. Ce refus va être affiché en refusant d'obéir à certaines lois et il va permettre d'attirer l'attention du public et d'influencer la législation ou la politique gouvernementale. Et bien sûr, ceux qui vont le faire en étant déterminés face à ce qu'ils qualifient d'injustice et ils vont être prêts à aller jusqu'au bout, donc assumer les conséquences légales de leurs actes qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc on est bien sur une idée d'injustice. On va retrouver d'ailleurs cette idée-là dans le discours de Bédier, avec une série de mots, un champ lexical, donc forfaiture, fallacieux, violation, arbitraire. Politiquement, eh bien, il faut savoir placer une action pour qu'elle ait un impact. Et cette déclaration, elle va venir à un moment où l'opinion internationale, bien sûr, commence à s'intéresser à la situation en Côte d'Ivoire. Et là, on parle de cette déclaration de l'Union européenne qui est sortie vendredi et surtout de ce deuxième paragraphe où on parle de liberté de manifester pacifiquement qui est prévue par la loi. En appelant à manifester de nouveau. Donc l'opposition prend le pari de se ressaisir d'un droit dont elle estime avoir été privée, celui de manifester son désaccord librement. Mais par ce acte, ils vont également tenter de peser leur poids puisque une nouvelle coalition, eh bien, on va pouvoir la juger en fonction du nombre de personnes qui vont suivre cet appel à la désobéissance civile. Eh bien, les principes de la désobéissance civile, ils ont été conceptualisés pour la première fois par Henry David Thoreau, qui est un auteur américain. Dans son essai « Désobéissance civile », il l'a écrit suite à son refus de payer une taxe gouvernementale qui était collectée pour financer la guerre au Mexique. Alors, les 5 grands principes de la désobéissance civile sont une infraction à la loi consciente et intentionnelle, qui se pose par un acte public, le mouvement à vocation collective, dans une action pacifique, avec un objet clair, eh bien, changer la règle. D'accord, très bien. Alors, juste pour coller à l'actualité, il faut rappeler qu'on connaîtra la position de Pascal Affi-N'Guessan dans les jours à venir. Kakabe est l'invité de Sans réserve demain sur NCI. Je n'ai pas la question de savoir si ça marche. Si. Alors, évidemment, la désobéissance civile, c'est une stratégie qui a vu le jour il y a plusieurs années de cela. Est-ce qu'elle marche fondamentalement ? Eh bien, il y a des études, bien sûr, dessus. Une universitaire américaine, Erika Chenoweth, s'est penchée sur la question. Elle a analysé et étudié les campagnes non violentes dans le monde entre 1900 et 2006. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de la matière. Et ces campagnes visaient essentiellement le renversement d'un gouvernement ou la libération d'un territoire. Et les résultats sont sans appel. Les campagnes non violentes ont 2 fois plus de chances de réussir que celles qui sont armées. Donc, dans les dernières 50 années, les campagnes non violentes sont devenues de plus en plus courantes et efficaces, tandis que les insurrections violentes sont devenues de plus en plus rares et
infructueuse. D'accord. Merci Pierre. C'était donc l'analyse à la loupe de la récente actualité. C'est donc l'appel à la désobéissance civile lancé par le président Bédié, accompagné donc de représentants de la société civile et d'un certain nombre de partis de l'opposition. On marque une pause. On sera rejoint juste après la pub par la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, qui nous rejoindra dans quelques petites secondes seulement. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'elle compte d'essentiel pour ce deuxième chapitre de la télé d'ici. On a beaucoup de plaisir de recevoir maintenant en plateau et non pas sur la scène de la télé d'ici la diva de la musique ivoirienne, 45 années de carrière. Aïcha Koné, bonsoir, bienvenue. Comment on se sent, musicalement parlant, après 45 ans d'exercice sans discontinuer? C'est une bonne école d'expérience. On découvre d'autres paysages, d'autres civilisations, d'autres mondes. Et puis, ça vous amène à beaucoup plus d'humilité quand même. D'accord. Alors, ça démarre en 1975. Vous commencez en tant que choriste à l'orchestre de la RTI. En ce temps, feu Félix Houphouët-Boigny a l'ingénieuse idée de faire appel à un certain Manu Dibango du Cameroun pour justement conduire cet orchestre-là. Et en ce temps, il y avait un certain Mamadou Bensoumoro, directeur général de la RTI, et à l'ombre duquel il y avait un certain Georges Taï Benson, qui tout à l'heure va d'ailleurs nous dire justement ce qu'il pense de Aïcha Koné. On va juste regarder, sinon faire un bon 45 ans en arrière pour voir à quoi justement ressemblait la jeune choriste de l'époque Aïcha Koné. On est en 1975, au risque de se répéter. Souvenir musical, c'est la reprise d'un titre culte du monde mandingue, c'est Ouloukoro, et là vous chantez avec Feu Mori Kanté. Oui. Qu'est-ce que ça éveille en vous, ce souvenir? Beaucoup de nostalgie. C'est vrai que Mori Kanté a fait son tremplin ici avant de partir en Europe pour avoir son succès avec Yekeke, mais bien avant ça, nous avons fait une tournée africaine et nous sommes allés à Los Angeles par une firme américaine, Ebony Records, avec laquelle nous avons travaillé dans les studios avec Abdoulaye Somano, qui était et qui est toujours l'ingénieur de son de celui le blanc qui ne voit pas là. Aux États-Unis, vous avez dit? Oui, celui qui chante. Ray Charles? I just go. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer ces grandes têtes-là. Mori Kanté, c'est une belle aventure. D'accord. Est-ce qu'en 1975, vous êtes encore jeune choriste? Évidemment, contre l'avis de vos parents, vous décidez d'embrasser ce métier qui, à l'époque, n'était pas très bien vu. Ouais. Est-ce que vous saviez, en ce temps-là, que vous feriez carrière dans la musique, carrière professionnelle? J'avais foi, quand même. D'accord. Par admiration, Myriam Makeba, c'est cela, que j'admirais beaucoup. Et je disais que je pourrais faire comme cette femme. Elle a été une grande inspiration pour vous? Une grande inspiration parce que à cause de quoi? Des yeux qu'elle tournait? C'est pas les yeux. Ses chansons étaient
pleine de mélancolie, de tristesse par moments. D'accord. J'ai été sensible à ça, bien que je ne comprenais pas sa langue. D'accord. Vous adorez la tristesse, la mélancolie? Hein? Vous adorez la tristesse et la mélancolie ou c'est moi qui ai Non, mal je entendu? crois que c'est fait à ma sensibilité, D'accord. à ma personne. Très bien. Donc, je partageais ces émotions à travers sa voix sans sincèrement comprendre ce qu'elle voulait dire, mais je sentais qu'il y avait des pleurs, il y avait une mélancolie. C'est cela. Et c'est ça aussi la magie de la musique, sans forcément comprendre des choses, on adhère tout de suite. Ouais. Moins de 4 ans après, vous décidez finalement de vous lancer donc, en tant qu'artiste professionnel. Et l'album, sinon le premier single qui est lancé, c'est Deni Keleni. On va l'écouter en 10 secondes juste pour un peu rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Alors, Deni Keleni, donc voilà, premier album de Aïcha Koné, 1979. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup œuvré au succès de votre carrière, c'est George Taï Benson, qu'on est justement allé rencontrer il y a seulement moins de 48 heures, qui nous dit justement ce qu'il pense de Aïcha Koné. On écoute, on regarde, on revient juste derrière. Je dis, bon, Aïcha, tu viens tous les samedis? Elle dit, monsieur, je ne peux pas. Aïe, pourquoi? Mon papa ne veut pas que je chante. Je dis, comment ça? Parce que il dit que dans notre famille, il n'y a pas de griot. Et puis dans notre famille, on ne chante pas, on ne fait pas. Je dis, je fais tout. J'y vais moi-même à Dallas. J'y vais, je parle pas. Inflexible. Alors on mène une bataille, vous ne pouvez pas comprendre. La bataille, je pourrais la nommer la bataille de Dallas. La bataille de Dallas. Et puis, je pense ne pas trahir un secret en disant que les premiers jetons d'Aïcha ont pu faire fléchir la maman, d'abord, laquelle maman a fait fléchir le papa. Alors, Aïcha est née. Aïcha, aujourd'hui, me rend tellement fier partout où elle passe. Mais aussi, elle me rend la monnaie de ma pièce. Parce qu'elle a beaucoup de respect, beaucoup de considération pour moi. Aïcha est un fer de lance. Aïcha est l'étoile qui brille dans l'obscurité et qui entraîne les autres. Comprenez? C'est grâce à Aïcha que beaucoup de jeunes filles ont eu le courage de se lancer dans l'aventure. Arrivé à Paris, à l'aéroport, escalier roulant. Hein, Aïcha? Escalier roulant, Kafoa. De parler? Tout le monde a compris. Et là, les bagages partout. Zata, zata tununata, zata tarami, zata tanana. Ça, c'est formidable, ça. Elle s'appelle Namzata. C'est sa chanson, ça. Namzata, je prie Dieu de t'aider, de t'encourager et de te protéger. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était le témoignage de George Taï Benson, animateur vedette à l'époque, à la RTI, qui a justement porté à bout de bras donc, Aïcha Koné, qu'on connaît aujourd'hui. Il faisait tout à l'heure référence à Zata, donc c'est en 1980 que l'album sort, un an plus tard. Juste pour la petite précision, quand il parle de la bataille de Dallas, il ne s'agit pas de l'État de Houston des États-Unis. On est bien à Djamé. Voilà, pour la petite précision. Un petit commentaire sur ce témoignage? C'était ma mère surtout qui était très sévère, chicote. Elle me trouvait récalcitrante et tout, assez têtue. Donc, après chaque passage à la télévision, c'était le coup de chicote et elle disait « Hey, sérieusement, ni ben quel bandit les,
Laissez-moi la battre, Voilà, parce qu'elle va donc, devenir autre chose, incontrôlable. Mais après, mon père, il a dit, faut pas qu'on la traumatise. C'est peut-être un caprice d'enfance, ça va lui passer. D'accord. Et là, je crois que ma mère était libérée, moi aussi. D'accord, très bien. Alors, on va essayer de regarder justement, nous, on a essayé de compiler en 1 minute le plus grand succès d'Aïcha Koné, c'est 45 ans de carrière. C'est très compliqué de produire un medley, mais bon, on s'est efforcé de sortir la quintessence. Le net résultat de ce qu'a produit Aïcha Koné depuis 1975 à ce jour. Aïcha Koné qui prépare d'ailleurs pour cette année 2020 donc son 45e anniversaire. Et donc un événement est prévu à cet effet. Voilà, donc on attend évidemment d'en savoir un peu plus, Lindsay. Alors, 45 ans de carrière, on en parle depuis tout à l'heure. 2 disques d'or, entre 45 et 47 trophées. Est-ce qu'il y a des chances de réentendre Aïcha Koné sur un nouveau projet? Oui, il y a un nouvel album qui est en préparation, prêt, qui est déjà prêt. Est-ce qu'on a une date de sortie? Il est déjà prêt. Le manager va préciser, mais je crois que bientôt, ça sera dans les bacs. Bon, l'album s'appelle Merci. Merci au Seigneur, merci à tout le monde. Je rappelle que le dernier album en date, il date de 2010, c'est Wassa. C'était c'est bien cela. Parce que je faisais les va-et-vient entre Conakry et Abidjan. C'est cela. J'ai des chansons qui ont été faites avec Koudou Athanase, mais la plupart des chansons actuellement sont faites avec Paché, un jeune vraiment qui a du talent. C'est ça, Paché, qui arrange aussi des titres zouglou notamment. Alors Pierre, question. Alors Pierre qui va plutôt lancer une question d'une question. Comment ça se passe? On a un peu fouillé et on a retrouvé quelques personnes proches de vous qui ont tenu à vous poser des questions. On va commencer avec la première, on va laisser découvrir. Bonjour la Mama Africa, Aïcha Koné. Je voulais te poser une petite question. Penses-tu que notre génération, parlant de Naya Kabel, Chantal Taïba, Antoinette Kona, Aklan, Tian et toutes les autres ont assuré la relève après l'énorme travail abattu par toi? Merci et porte-toi bien. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mativa. La question de Monique Seka. C'est vrai qu'après ma génération, celle de Jeanne Animel, Reine Pélagie, les noms qu'elle a cités là, vraiment, ce sont des battantes. On a sûrement plus cette bonne occasion des producteurs qui vraiment étaient là, qui se battaient avec nous. Et puis,
la piraterie ne nous aide pas beaucoup. Sinon, ce sont des voix. Et j'ai eu à faire un travail avec toutes celles qu'elle a citées. Même une chanteuse du Cameroun, Queen Eteme. Nous avons parlé, les voix d'Afrique chantent le sage d'Afrique, qui est le président Houphouët-Boigny, le père de la nation, une chanson qui parle de paix. Et puis, c'est une génération après moi qui s'est battue avec des chansons qui sensibilisaient. Monique Seka avec Missoua. C'est une voix, ça... Moi, il y a des voix, il faut que ça me donne la chair de poule pour que je te dise que ça, c'est une chanteuse. J'éprouve ces sensations-là avec la voix de Monique Seka, Chantal Taïba, quand elle a fait « Aïe, aïe, aïe », pour vraiment donner du reggae à nos sportifs et tout. L'éternelle lycéenne de la musique ivoirienne. Avec les chaussures qu'il fallait enlever, Matiko et tout. C'est ça. Chacune avait son style que les Ivoiriens avaient adopté. On faisait facilement des tournées. Les choses ont changé, nous sommes dispersés de ça et là. Des gens comme Gadji Seli me manquent aussi, hein, c'est vrai. C'est cela. Mais ils ont du talent, voilà. C'est clair. Alors, on va regarder, sinon écouter justement cet autre témoignage. C'est celui de Afou Keïta, qui s'inscrit aussi un peu dans la droite lignée donc, des héritières de Aïcha Koné. On regarde et on revient juste derrière. Ma maman m'a laissé ici en 1993. Ma maman est partie à Paris. Un jour, il y a maman Aïcha qui est partie d'un mariage. Pour aller me trouver, je jouais calebasse et puis je chantais. Elle dit, attends, c'est pas la fille de Koumadjan là? Je dis oui. Qu'est-ce que ça a fou? Je dis oui. Elle dit, viens. Là. Le fait que Aïcha m'a appelé de venir devant mes camarades là. Aïe! Je suis devenue la reine. Elle dit, mais de la manière que je t'ai vu chanter aujourd'hui là, si je te donne le micro pour que tu puisses chanter la même chose, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit oui, je peux le faire comme tu veux. Je vais là-bas, au palais. C'était la première fois aussi que je rentre dans le palais. J'étais première à sortir pour faire la première partie. Quand on m'a annoncé, je suis sortie, j'ai chanté. Quand j'ai fini de chanter, en tout cas, j'ai dit à la fou. C'est à partir du moment-là que tout est parti. Si tu vois aujourd'hui, j'ai fait tout du monde. C'est grâce à Dieu, grâce à toi, maman Aïcha. Oui, na, nele yara vini late, malo zarate chenya fe, saramo le boni. Merci, maman. Ce que je peux dire à ma maman, que Dieu lui accorde sa santé. Longue vie à elle. Voilà, c'était le témoignage de Afou Keïta à l'endroit de la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné. Alors Pierre, il y a une autre question. Oui, cette question-là aura peut-être un volet un peu plus personnel. On va regarder. Bonjour à tous. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, c'est ton fils Baba. J'ai deux petites questions à te poser, je suis très curieux de le savoir. La première des questions, c'est de savoir qu'est-ce que tu attends le plus de moi, ton fils Baba, c'est-à-dire qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse, que ce soit maintenant dans le futur. Je suis très curieux de le savoir. Et la deuxième question, c'est, excuse-moi de le demander, mais je suis très curieux, c'est de savoir, c'est quoi ton plus grand regret dans la vie? Parce que tout le monde fait des erreurs, c'est quoi toi ton plus grand regret? Et que peut-être que moi, dans le futur, j'aurai la chance d'améliorer les choses, par exemple. Je suis très curieux de le savoir, je t'aime beaucoup, Baba. Voilà, donc les deux questions de votre fils Baba. La première, enfin la deuxième, c'est le regret. Quel est votre plus grand regret? Et la première, Pierre, c'était... Et qu'est-ce qu'elle attend de lui? C'est cela. Bon, ce que j'attends de lui, c'est bien, c'est une bonne question. Toutefois que je l'ai au téléphone, je lui dis, oui, ça va bien, tu dis que tes examens ont marché, mais n'oublie pas la prière.
Il dit, maman, je prie. Je dis, D'accord. mais Mathilde, il faut prier. D'accord, très bien. Bon, c'est ce que mes regrets, non, parce que je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier qui m'a permis de faire pas mal de rencontres et puis de pouvoir apporter mon aide quand je peux. J'aime beaucoup partager. Souvent même mes amis disent « Oh maman, tu donnes trop, tu donnes. » Je dis « Je donne. Si demain je ne suis pas là, quelqu'un va vous tendre la main. » D'accord. Ça, regret. Pas de regret. J'aime bien mon boulot. D'accord, très bien. Aïcha Koné, vous ne partez pas, vous restez avec nous évidemment. On reste également avec nos invités. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. N'oubliez pas, Aïcha Koné sera live sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission. 3 titres taillés sur mesure, rien que pour vous. On se retrouve dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, comme tous les soirs à partir de 18h40. Nous abordons des choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle accessoirement à l'interview avec Aïcha Koné, on parle de mode vestimentaire islamique avec Fatou, Fanny, avec Mireille Chanté, et également la promotrice du Festival international de la mode islamique, Madoussou Kaba Koné. Est-ce que vous diriez que la mode islamique, est-ce que la Côte d'Ivoire est un marché de grande consommation en l'état actuel des choses? Voilà, je dirais quand même que c'est une nouvelle tendance en Côte d'Ivoire, qu'il faut alimenter, qu'il faut encourager, parce que la jeunesse même est intéressée par ce type de vêtements. Donc, c'est encourager aux stylistes et encourager aussi ces jeunes stylistes qui ont décidé vraiment de s'investir dans cette mode. Donc, c'est pour cela que le festival aussi est là pour vraiment donner un coup de pouce on va dire, à ce nouveau concept. D'accord. À la question de l'INSEE tout à l'heure, vous n'avez pas répondu sur comment se comporte justement ce festival et c'est quand la prochaine édition? Alors, cette année, on n'a pas fait la 7e édition parce qu'il y a le Covid et nous sommes en plein préparatif pour l'année 2021. Donc, le marché se porte très bien. Combien de visiteurs attendus? Nous attendons de certains pays internationaux. D'accord. Voilà, donc on aimerait faire la surprise. Sinon, le marché, le festival se comporte très bien. Depuis 2013 à aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup d'engouement autour du concept. Natou, marché porteur ou pas? Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi. Hein. Ah, bon anniversaire. Ok, bon, je vois pas de lien ni avec la mode vestimentaire, ni avec le festival. Bon, ok, très bien. Là, c'est déjà parti, on ne peut pas couper. Faites-le plaisir. D'accord. Natou, marché de grande consommation ou pas? Alors, pas encore de grande consommation, parce qu'il y a un besoin et il y a des prestataires. Et les deux ne sont pas encore connectés, je veux dire. D'accord. Donc, il va falloir se faire connaître pour que les consommateurs, en fait, viennent vers nous. D'accord. Et c'est en bonne voie, je pense. D'accord. Chanté, vous avez bon espoir? Oui, bien sûr, parce que comme elle le disait, ce n'est pas que les femmes musulmanes aussi qui portent ce genre de vêtements. Il s'agit juste de s'habiller de manière pudique, et qu'on soit musulmane ou pas. Il y a des femmes que ça attire. Après, on ne va pas comparer la Côte d'Ivoire au Nigeria, par exemple. Donc forcément, dans certains domaines, ça reste assez restreint, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'espoir. Est-ce qu'en termes de créativité, on pense aussi à apporter une petite touche très ivoirienne du reste pour se distinguer? Là, je m'adresse à la styliste. Moi, personnellement, oui. J'utilise souvent du pagne tissé baoulé, j'utilise du pagne ivoirien et tout. Donc, oui, ça reste tendance quand même. Très bien. l'INSEE, un kiff du jour aujourd'hui, il est assez particulier. C'est une danseuse en hijab. Bon, jingle et on revient juste derrière. Alors, vous nous en dites un peu plus, l'INSEE? Oui, aujourd'hui, dans le kiff du jour, je vous parle de Stéphanie Curlo. C'est une jeune Australienne, elle a 18 ans. Elle pratique le ballet depuis qu'elle a l'âge de 2 ans. Et à partir de 9 ans, elle et sa famille ont décidé de se convertir. Et là, elle a pensé que ses rêves de devenir ballerine n'allaient plus pouvoir se réaliser. Donc, il y a pas mal d'écoles qui lui ferment les portes. Durant 2 ans, elle ne danse pas jusqu'au jour où sa mère décide d'ouvrir elle-même une école de danse et une école d'art. À ce moment-là, c'est la libération pour Stéphanie. Elle peut vivre sa passion. On regarde les images.
C'est mignon. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Je rajouterais que Stéphanie Carlo Curlo rêve de devenir ballerine professionnelle, la première ballerine professionnelle en hijab. Elle a collaboré avec de nombreuses marques comme Converse ou encore Nespresso et elle rêve également maintenant d'ouvrir elle aussi sa propre école de danse qui sera donc ouverte à tout le monde, de toute religion confondue. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour ce complément d'information. Merci à Lindsay, merci pour ce kiff du jour. Alors Aïcha Koné, c'est plusieurs distinctions. Je me suis amusé à les compter, c'est une quarantaine de distinctions. Quelle est la distinction qui vous marque le plus? Le Ngomo Africa, c'était à l'époque... 1989, ça date quand même. En RDC, au Zaïre, par rapport à la guerre. Ils ont dit on ne comprenait pas ce que vous dites, mais les films, les images nous prouvent que vous parlez des méfaits de la guerre. Et ça m'a valu ce prix. En même temps que Tchala Moana, Cheikh Khaled qui y était avec Manu Dibango. C'était une belle rencontre. Ça m'a fait plaisir parce que en Côte d'Ivoire, nous avons grandi avec la paix, alors que je reçois un prix qui m'honore. Le prix Ngomo pour la paix, trophée de la chanson décerné en 89 dans l'exil. Oui, mais c'était surtout Kanawa. Kanawa, Libéria. C'est ça. OK. Donc, c'est ce qui m'a donné ce prix Ngomo en RDC. Voilà. Voilà, Kanawa qui est sorti en 94 pour la petite précision. Pour les 45 ans, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui est prévu? 45 ans, ça se célèbre, je pense, au plan national même. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est Oui, je compte inviter pas mal d'artistes qui ont commencé avec moi. J'ai pensé à Tchala Moana, à Mikoïta, la Guinée. Je souhaiterais avoir Ouerasson parmi mes invités. J'attends. Manu Dibango était au programme. Je ne sais pas. D'accord. Mais voilà, ce sera pour dire merci à tout le monde. Et c'est un grand concert, je pense, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est ce qu'on a ouï dire. En principe, j'aurais souhaité que le deuxième spectacle soit en plein air gratuitement pour la Côte d'Ivoire. Ok, ça c'est un appel donc aux promoteurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà choisi, mais en tout cas, c'est les 45 ans de Aïcha Koné, c'est la diva de la musique ivoirienne. Et évidemment, c'est un projet qu'il faut absolument accompagner. Merci d'avoir été avec nous, Aïcha Koné. Vous ne bougez pas. Chez les chers téléspectateurs, vous ne bougez pas non plus. Tout à l'heure, Aïcha Koné sera live sur la scène de la télé d'ici. Grand moment de télévision en perspective. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée en première partie à la mode vestimentaire islamique. On va donc remercier Madoussou Kavakone, initiatrice du Festival international de la mode islamique. Merci également à Tchonte Pité Mireille Silué, blogueuse, et à Natou Fofana Fanny, styliste. Merci à Pierre, merci à Lindsay. On vous laisse en compagnie de la diva de la musique ivoirienne. 45 ans de carrière, 26 albums, une myriade de distinctions. Elle honore et elle a honoré la Côte d'Ivoire au plus haut point. Ce soir, elle nous fait le privilège, l'honneur d'être live sur la scène de la télé d'ici pour reprendre 3 titres de son répertoire, Yayoruba Famade et l'incontournable Kilimandjaro de sa muse Myriam Makeba. Aïcha Koné live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Hommage à toutes les femmes, à toutes nos mamans, nos petites sœurs, nos tantes, nos amis, nous vous aimons, maman, dédicace particulière à toutes les femmes. Yayoruba nebi moi musola Yayoruba.
Ya Yoruba nebima, musoula ya Yoruba. Iba walo fiabaro, Abidjan lo fiabaro, muso ye jigi kayelela, te seigneur fo, te seigneur fo. Iba walo fiabaro, mama kolo fiabaro, muso ye jigi kayelela, te seigneur fo, te seigneur fo. Iba walo fiabaro, Senegal lo fiabaro, muso ye jigi kayelela. Te seigneur fort, te seigneur fort. Iba walo fiabaro, mama kolo fiabaro, muso yiji kayelela. Te seigneur fort, te seigneur fort. Doye bazan kolela, doye musoro kolela, doye waxi kolela, doye paya kolela. Doye kono kolela, whoosh. Many kono no go. Ya Yoruba nebima, musoula ya Yoruba. Ya Yoruba nebima, musoula ya Yoruba nebima. La Guinée l'orge baron, assez tout dans Fagaï, vous serez à l'attention. Dans Fagaï de Romancy, Madame Sorelli et mon soleil. Mon solo la Obama, mon solo la Rockefeller. Ya Yoruba nebima, musoula ya Yoruba. Musolu tekelengede, musolu be mankan. Baka yorola, musolu tekelenge, tobiriga yorola. Musolu tekelenge, Madame Kone. Samake, Aya Yoruba, Aya Yoruba, Aya Yoruba, Aya Yoruba. Merci. Merci. Vanité. Tout est vanité. Kanakasi, Allah. Kanakasi. Kanakasi, oui. Oui, Kanakasi. Dunya yetende. Ibaken waritigi ila toho duguniro besato le londo ikala sanutigi ibela duguniro ikana wasode Cette chanson est dédiée aux hommes de parole. Ne dis pas ça le matin et le soir tu changes. Kumaka, kumamanye, jama, kumabe modo, kumamanye wai, jama, oi.
chanson a été dédiée à Karamoro Touré, le fils de Almami Touré. Et c'est son griot qui lui disait ne pleure pas, quel que soit, un homme doit rester homme. La mort, c'est la mort. Kanakasi o Touré, Kanakasi, Kanakasi fineden kurulu jigiledi. Ibake waritiye ilato duguniro, besato le londo. Ikela sanotiye ibela duguniro, besato le. Kanakasi wo fama, Kanakasi, Kanakasi, jiliden kurulu jigiledi. Kanakasi, Allah, Kanakasi, Kanakasi. Merci. Dressing me and my day one where the drums are driving, time to a handy Kilimanjaro. Oh, ta 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 ta, oh yeah, oh. La 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 la, oh yeah, oh. Mama, mama. Mama Africa. Oshuna mama. Butaka. Butaka. Allez. Butaka. On va. Merci. Marley.
Merci d'applaudir l'icône Aïcha Koné. Merci. Je vais quand même dire au revoir sur un air de la paix. D'accord. S'il vous plaît. C'est valable, oui, pas de problème. Oui, j'entends siffler le train et j'entends siffler le train. Que c'est beau, un train qui siffle pour la paix. Siffle le train, oui j'entends, siffle le train de l'espoir. Que c'est beau, un train qui siffle pour la paix, pour la paix. J'entends siffler le train, j'entends siffler le train. Et c'est beau, un train qui siffle pour la paix. Merci d'applaudir Aïcha Koné. Merci aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des étudiants en musique, musicologie et art du spectacle. Merci d'être venus. Bravo. Good job. Very good job.